Alors, nous commençons donc notre journée en accueillant les représentants des entreprises de réseaux sociaux, que je remercie de leur présence dans cette table ronde. Donc, nous avons Mesdames Béatrice Evrard et Elisa Bory-Estrade qui porteront la parole de Meta, Monsieur Éric Garando, celle de TikTok, et enfin Madame Sarah Bouchawa portera la parole de Snapchat. Mesdames et messieurs, un questionnaire vous a préalablement été adressé par notre rapporteur, donc je vous laisserai le soin évidemment de nous le transmettre rempli par la suite. Je précise que l'ensemble des membres de la commission d'enquête a été destinataire ce matin des réponses qui ont été apportées par la société Twitter, dont la représentante n'a pas pu être présente avec nous cet après-midi. Les informations correspondantes peuvent donc naturellement figurer dans nos débats et en tout cas contribueront aussi à la prise en compte par le rapport. Si la commission d'enquête vous a convié à prendre part à cette table ronde, c'est que nous nous penchons sur les événements violents en marge des manifestations du printemps dernier. Nous nous attachons à dresser le portrait robot des auteurs de violences et à caractériser leur mode opératoire, mais aussi à examiner l'encadrement de ces rassemblements par les autorités publiques pour pointer ce qui a bien fonctionné et ce qui potentiellement peut aussi être amélioré. Vous comprendrez donc que les entreprises de réseaux sociaux nous intéressent doublement. D'abord parce qu'en amont des violences, elles constituent un des canaux d'organisation des groupuscules qui, évidemment, peuvent chercher à faire circuler des informations via les réseaux sociaux. Ensuite, car en aval, les données et les vidéos qui ont transité par vos plateformes peuvent être employées par les autorités aussi bien administratives que judiciaires pour identifier les fauteurs de troubles. Alors, avant de vous faire prêter serment, il me revient d'ouvrir les débats. Je le ferai en vous soumettant les deux premières questions qui permettront à chaque plateforme de se positionner. En premier lieu, en amont des violences, relevez-vous des pratiques particulières permettant à des utilisateurs de planifier des actions violentes selon des modalités propres à chacune de vos plateformes? Si vous en êtes informé et si vous jugez le contenu dangereux, procédez-vous à un signalement à l'autorité publique ou prenez-vous éventuellement des décisions de gestion de contenu de l'application? Et en second lieu, après la commission des violences cette fois, quelle est la nature de vos relations avec l'autorité publique? Êtes-vous fréquemment l'objet de réquisitions dans le cadre d'enquêtes judiciaires? Et comment y donnez-vous droit? Alors, mesdames et messieurs, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, ce que je vous propose de faire, on va commencer par Madame Evrard, puis Madame Bory-Estrade, puis Monsieur Garando, et ensuite Madame Bouchawa. Donc, simplement, à tour de rôle, si vous pouvez effectivement brancher votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Alors, attendez, on va recommencer pour Madame Bory-Estrade. Je le jure. Merci beaucoup. Je le jure. Je vous en remercie. Je le jure. Merci beaucoup. Et donc, sans tarder, je vais vous passer la parole. Donc, et puis ensuite, évidemment, je passerai aussi la parole à Monsieur le rapporteur pour que celui-ci puisse poser ses questions. Et puis enfin, je passerai aussi la parole aux membres de la commission qui souhaiteront la prendre dans le prolongement. Donc, je ne sais pas qui parmi vous souhaite démarrer. On commence par Meta. Il faut que vous branchez le micro. Voilà. Oui, voilà. Merci. Là, vous m'entendez. Alors oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur,
Les plateformes que vous avez réunies aujourd'hui sont avant tout des lieux d'expression qui offrent une voix à chaque individu. En ce qui concerne Meta plus spécifiquement, afin de répondre aux questions préliminaires que vous avez soulevées, on souhaitait donc vous présenter comment s'appliquent les standards que nous utilisons et on va couvrir également donc, le sujet de la coopération avec les autorités judiciaires et de police qui intéresse votre commission. Nos plateformes permettent donc à des communautés de se fédérer autour d'intérêts et de passions, mais sont aussi largement utilisées dans les milieux, notamment militants et associatifs, en démocratisant l'accès au débat public, qui est devenu gratuit et accessible en un clic. Ces dernières années, plusieurs mouvements d'ampleur sont nés ou ont émergé grâce aux réseaux sociaux. Je pense bien sûr à MeToo, mais également au Printemps arabe. Cette expression est rendue possible par des outils qui sont universels. Ce sont en effet, et c'est important de le dire, les mêmes partout dans le monde. Mis à part le fait que nous testons des fonctionnalités dans quelques pays avant de les déployer dans le monde entier, il n'y a pas de spécificité nationale des produits de Meta. Pour autant, cette liberté d'expression, essentielle en ce qui nous concerne, n'est pas sans limite. Tout d'abord, le droit s'applique. Il convient de rappeler que les plateformes et le numérique en général constituent aujourd'hui un secteur hautement régulé en France et en Europe. Sur les 10 dernières années, pas moins de 29 textes ont introduit ou régulé des technologies numériques de sécurité, on va dire de géolocalisation, de reconnaissance faciale, etc. Au niveau européen, le RGPD a posé un cadre devenu la référence internationale en matière de protection des données personnelles et plus d'une quinzaine de textes sont soit déjà en application, soit très prochainement le seront. Je pense notamment bien sûr au RSN. La régulation est donc riche et fournie. Mais nous n'avons pas attendu cette régulation pour agir. Depuis sa création, Meta a élaboré des règles strictes définissant ce qui peut ou non être publié sur ces plateformes. Elles répondent à un principe simple qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. À titre d'exemple, nos standards interdisent plusieurs types de contenus pertinents pour les travaux de cette commission. Tout d'abord, les contenus violents, mais aussi l'incitation à la violence. Et donc, pour prévenir des dommages potentiels hors ligne, nous supprimons les propos qui incitent à la violence ou qui la facilitent. Nous supprimons également des contenus, désactivons des comptes et coopérons avec les forces de l'ordre lorsque nous estimons qu'il existe un risque réel de dommages physiques ou de menaces directes pour la sécurité des individus. Nous interdisons aussi aux internautes de faciliter, d'organiser, de promouvoir ou d'admettre certaines activités criminelles ou préjudiciables visant des personnes, des biens, des entreprises ou encore des animaux. Nous autorisons les internautes à débattre et à défendre la légalité des activités criminelles et préjudiciables, ainsi qu'à attirer l'attention sur les activités dont ils peuvent être témoins ou victimes, tant qu'ils ne coordonnent pas les dommages et qu'ils ne les mettent pas en avant, qu'ils ne les valorisent pas. Pour protéger les utilisateurs des images choquantes, violentes, nous supprimons les contenus particulièrement violents. Donc ça va être des choses comme des vidéos de démembrement, des corps de personnes décédées, des contenus très violents. Dans le cadre des discussions sur des questions importantes telles que les violations des droits de l'homme, les conflits armés ou les actes de terrorisme, nous autorisons le contenu graphique avec certaines restrictions pour permettre aux utilisateurs d'en parler, de condamner et afin de sensibiliser à certaines situations. Nous ajoutons un panneau d'avertissement sur certaines images afin que les gens sachent qu'elles peuvent être sensibles avant de cliquer dessus. Ces politiques et bien d'autres encore, nous les faisons appliquer grâce à une combinaison de moyens humains et technologiques. Plus de 40 000 personnes travaillent aujourd'hui aux enjeux de sécurité et de sûreté chez Meta, dont près de 15 000 modérateurs. Et sur les 5 dernières années, nous avons investi plus de 16 milliards de dollars dans le domaine de la sécurité. C'est plus que n'importe quelle plateforme, à la fois en volume absolu, mais aussi relativement à leur taille. Grâce à nos outils automatisés, nous détectons et retirons des millions de contenus par jour dans le monde. Et pour en rendre compte, nous publions chaque trimestre un rapport de transparence qui inclut des éléments sur le nombre de contenus retirés, les appels déposés par les utilisateurs ou encore le taux de prévalence de ces contenus sur lequel on pourra revenir. En vous rendant sur le site transparency.fb.com, dont nous vous enverrons le lien bien entendu, vous pouvez par exemple constater que nous avons retiré 13,6 millions de contenus violents sur Facebook, dont 98,3% avaient été détectés proactivement, c'est-à-dire avant signalement de tout utilisateur, dans le monde entre janvier et mars 2023. Sur la même période, nous avons retiré plus de 7 millions de contenus incitant à la violence sur Instagram, dont plus de 97,5% avaient été détectés avant tout signalement. Ces outils et ces standards sont en évolution permanente et je vais laisser Béatrice revenir sur quelques exemples récents de ces évolutions. Bonjour, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Effectivement, on voulait faire un petit point particulier sur les outils que nous déployons pour justement
soit à faciliter la vie des utilisateurs, mais aussi vous expliquer comment on pouvait mesurer tous les chiffres qu'on vous donne. Il faut savoir que, par exemple, notre rapport de transparence est audité par un tiers certificateur qui, en fait, vient vérifier la méthodologie utilisée. Je voudrais revenir juste sur un élément qui est le taux de prévalence dont Elisa vient de parler, qui nous aide, en fait, à mesurer l'impact des violations sur nos plateformes. Ce taux revient un petit peu à mesurer le taux de concentration des polluants dans l'air. C'est en fait une mesure qui indique le pourcentage ou le nombre de fois un contenu nocif peut être vu par nos utilisateurs. J'insiste sur le côté vu, car ce que nous mesurons ici, c'est bien la viralité et non la quantité en fait des contenus. On considère qu'en fait le danger est beaucoup plus important à partir du moment où le contenu est bien évidemment vu par nos utilisateurs. Nous avons effectivement eu des statistiques, enfin les statistiques vous les trouverez sur le rapport de transparence, sur les contenus violents ou graphiques ou incitant à la violence, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le taux se situe entre 0,02% et 0,04%. Ça veut dire que pour 10 000 contenus vus, 2 à 4 restent en tout cas sur des contenus violents ou incitant à la violence. C'est en fait comme si vous mettiez une voiture banalisée dans la rue pour un petit peu capter les violations qui restent sur la plateforme. Pourquoi c'est important ce type de métrique? Parce que ça nous permet d'identifier si notre intelligence artificielle et nos modérateurs font le job correctement et si on arrive à capter véritablement ce qui est dangereux pour nos utilisateurs. Vous avez bien évidemment le taux de prévalence pour toutes les catégories de violations qui concernent nos plateformes, que ce soit sur les contenus haineux et autres. Là, je vous ai ressorti uniquement ceux sur les contenus violents. Un autre point sur lequel je voudrais insister, vous le connaissez certainement, ce sont aussi comment on peut rendre acteurs nos utilisateurs. Les signalements sont extrêmement puissants, même si, comme l'a dit Elisa, on retire majoritairement proactivement, c'est-à-dire avant tout signalement des utilisateurs, ces contenus qui violent nos standards, donc la charte que vous signez quand vous rentrez sur nos plateformes. Les signalements en 2 clics permettent à tout un chacun de pouvoir signaler un contenu qui serait non conforme à nos standards ou que vous trouveriez en illicité par rapport au droit. Ça permet en tout cas, pour nous c'est extrêmement important, ce sont des signaux extrêmement importants sur lesquels c'est important de se baser et qui viennent compléter tout le travail de l'intelligence artificielle. Les autres outils, parce qu'il y en a moult, ça va être également comment en tout cas gérer ce que les utilisateurs veulent voir. Vous avez tout un arsenal d'outils qui est mis à disposition aussi des utilisateurs, permettant notamment de bloquer des contenus ou des comptes qu'ils ne souhaiteraient pas voir, ou alors de masquer certains mots, certains emojis qu'ils ne souhaitent pas recevoir. Donc on a tout un panel en tout cas d'outils qui est à disposition de l'utilisateur pour qu'il soit aussi acteur et non juste spectateur de ce qui se passe sur la plateforme, même quand ce sont des contenus violents. L'autre point sur lequel on voulait insister et qui fait référence au deuxième séquençage de votre question, à savoir sur comment on coopère avec les autorités, on travaille avec tout un ensemble de l'écosystème, notamment des associations, sur lequel depuis bien longtemps on a déployé des partenaires de confiance qui sont en capacité de nous remonter des contenus qui seraient en violation de nos standards et qu'on va traiter en priorité. Ce type de dispositif, le RSN, le DSA, donc, s'en est largement inspiré pour avoir repris cette mesure, en tout cas dans le texte, qui aujourd'hui va être étendue par les pouvoirs aussi de l'ARCOM. À titre d'exemple, on travaille par exemple avec Génération Numérique ou e-Enfance qui peuvent nous remonter des signalements. On a bien évidemment également les forces de l'ordre avec lesquelles nous coopérons, notamment je pense à Pharos, qui est la plateforme pour tout ce qui est signalement de contenus illicites sur Internet, qui comprend notamment les contenus violents, avec lequel nous travaillons depuis maintenant des années. Pour vous donner un ordre d'idée, nous traitons, et c'est une donnée qui est publique également dans le rapport de transparence, nous traitons plus de 25 000 requêtes uniquement pour la France chaque année. Donc ça, c'est vraiment uniquement le chiffre français où tous les ans, nous traitons ce type de demande pour les forces de l'ordre françaises. Avec un taux de conformité qui est supérieur à 85%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on nous demande ces informations,
Si on ne les trouve pas parce que le compte a été supprimé ou parce que l'adresse IP ne vient pas taper en France ou parce que tout simplement l'adresse donnée n'est pas correcte, ça tombe effectivement dans les pourcentages sur lesquels on ne va pas pouvoir donner ce type d'informations. Nous avons une équipe dédiée avec une personne francophone qui est en lien étroit avec les autorités pour pouvoir justement fluidifier et travailler avec les autorités publiques. Nous faisons également partie du groupe de contact permanent qui avait été mis en place par Bernard Cazeneuve à l'époque, dès 2015 ou 16, j'ai un trou, mais je crois que c'est 16, justement suite aux attentats terroristes qu'il y a eu en France, mais sur lequel on a pu aussi travailler plus largement sur la manière dont les requêtes étaient envoyées auprès des plateformes. Enfin, et pour anticiper peut-être toute question que vous pourriez avoir sur les émeutes récentes et donc la manière dont nous avons traité cet événement, nous avons bien évidemment mobilisé nos équipes dès le début pour répondre rapidement aux quelques demandes que nous avons reçues. Nous avons bien évidemment rappelé les procédures lors de notre entretien avec le ministère de l'Intérieur et du Numérique sur ce sujet. Et nous n'avons pas, en tout cas, dans le cadre de cette procédure, mis en œuvre eu de point de blocage particulier. On s'arrête là pour les questions. Après, il n'y a aucun problème, on reste à votre disposition. Très bien, merci beaucoup Madame. Oui, ça permettra évidemment aux autres plateformes aussi de s'exprimer, TikTok d'une part et puis Snapchat d'autre part. Peut-être passer la parole à Monsieur Garandot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs et Mesdames les députés. Peut-être quelques mots pour présenter la plateforme TikTok. C'est une plateforme où l'on vient avant tout regarder des contenus qui sont des vidéos courtes de format vertical. Donc c'est avant tout un média sur lequel on vient s'informer, se divertir. C'est un média communautaire, donc ce sont aussi des utilisateurs qui vont poster des contenus. Donc c'est plutôt une plateforme vraiment de création et de diffusion avec toute une série de contenus qui reflètent évidemment toutes les passions individuelles et collectives. Mais je le dis aussi, je présente un peu la plateforme de cette façon parce qu'on s'éloigne un petit peu d'un réseau social au sens strict du terme. C'est-à-dire que les fonctionnalités qui permettent d'interagir entre des individus sont assez limitées puisque le but c'est avant tout de créer des vidéos et de les partager. Et donc ces vidéos vont être vues, évidemment, le but c'est qu'elles soient vues par un plus grand nombre de personnes. Donc c'est une autre façon de dire que quand on vient échanger des informations que l'on souhaite garder confidentielles ou qu'on veut partager dans un cercle restreint, qu'on a des activités illicites ou répréhensibles, c'est pas forcément sur TikTok qu'on va venir parce que c'est une plateforme qui justement est une plateforme qui vise à partager de manière ouverte des contenus. Nous n'avons pas, par exemple, de messagerie pour les moins de 16 ans. Pour les moins de 18 ans, la messagerie est désactivée par défaut. Pour les plus de 18 ans, la messagerie existe, mais elle est pour l'instant très réduite puisqu'on ne peut pas échanger de pièces jointes. Et ce n'est pas une messagerie cryptée, ce n'est pas une messagerie éphémère. Et on ne peut pas non plus constituer de groupe de discussion. Donc c'est forcément du point à point entre deux personnes qui ont accepté d'échanger ensemble. Donc voilà, on se définit plus comme une plateforme créative, plateforme où on vient regarder des vidéos plus que comme un réseau social. Cela n'empêche pas évidemment qu'on soit très vigilant sur tous les risques qui peuvent exister liés à la diffusion de vidéos qui auraient des finalités dommageables. Et c'est ainsi que tout ce qui est vidéo violente, vidéo visant à commettre des activités violentes, des vidéos visant à nuire à autrui, à nuire à des personnes individuelles, à nuire à des groupes, à nuire aussi à des biens privés ou publics. Toutes ces vidéos sont évidemment interdites par nos conditions générales d'utilisation, par nos règles communautaires. Et ça va très loin dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans toutes les catégories, mais c'est vraiment tout type de violence, tout type de vol, tout type de destruction de tout type de biens, tout ce qui est aussi fournir des instructions sur la manière de commettre des activités criminelles qui pourraient nuire aux personnes, aux biens, aux animaux aussi. Tout ce qui peut être considéré comme une menace à la vie humaine, tout ce qui peut donner lieu à des violences, à des blessures. Et donc tout cela est totalement interdit sur la plateforme. Donc on a évidemment, outre l'interdiction qui est fixée dans nos règles communautaires,
On a une équipe de 40 000 personnes au niveau international qui est chargée de vérifier que ces règles sont bien appliquées, donc ce qu'on appelle les forces Trust and Safety, dont le responsable est irlandais et basé à Dublin. Et donc ces équipes vont accomplir un travail à la fois de modération humaine et aussi un travail d'organisation des algorithmes, de ce qu'on appelle l'apprentissage par la machine, qui va détecter de manière proactive et de manière de plus en plus sophistiquée toutes les formes de violence. Donc ça peut être des violences graphiques, ça peut être des violences verbales, ça peut être des gestes, ça peut être des codes aussi, puisqu'on sait que certains groupes fonctionnent en utilisant un langage codé pour justement échapper à la vigilance de nos machines et des modérateurs. Pour donner un chiffre, pour ce qui concerne la France, on a 600 modérateurs de langue française qui interviennent quotidiennement sur la plateforme. Alors vous souhaitiez savoir s'il y avait des changements récents dans les pratiques ces dernières années, notamment liés à l'activité de groupuscules violents. Alors il est vrai que nous avons observé, notamment au printemps 2023, une augmentation des vidéos qui ont été retirées parce qu'elles étaient synonymes de contenu violent, graphique, de contenu extrémiste violent, ou aussi de désinformation dangereuse, puisque la désinformation est aussi interdite sur notre plateforme, j'ai oublié de le dire. Et par exemple, sur cette période entre le 16 mars et le 3 mai 2023, on a retiré au total 79 210 vidéos, et dont 37 776 qui violaient nos politiques par le contenu violent, et notamment la violence visuelle de ces images, 7 133 vidéos qui violaient nos politiques sur l'extrémisme violent, et 8 700 vidéos qui violaient nos politiques sur la désinformation dangereuse. Il est intéressant de mentionner que 93% de ces vidéos ont été retirées de manière proactive, et que ce chiffre monte même à 99% sur ce qui concerne la désinformation dangereuse. La politique qui est appliquée, c'est une politique de réponse graduée, c'est-à-dire qu'on commence par supprimer les contenus. Parfois même ce sont des simples avertissements, mais dès lors qu'il s'agit de violence, on supprime tout de suite le contenu. Et si le contenu est très dommageable, hein, ça va même être le compte qui va être supprimé. Parfois, dans d'autres cas, ça va être plusieurs coups de semonce et ensuite on supprime le compte lui-même. C'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra plus du tout accéder à la plateforme. Et là, par exemple, au printemps 2023, donc on a supprimé 945 comptes, au-delà de la suppression des vidéos. On est en contact évidemment étroit avec Pharos, qui peut nous signaler des contenus de manière... c'est-à-dire l'administration peut nous signaler évidemment des contenus. Et puis on est aussi évidemment en discussion avec les autorités administratives judiciaires pour des réquisitions plus formelles. Et dans ces cas-là, évidemment, on veille à pouvoir donner une réponse très rapide aux demandes qui sont faites, particulièrement dans des périodes troublées. On a parlé de ce qui s'est passé au printemps, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé plus récemment, des émeutes entre le 27 juin et le 3 juillet, où les demandes ont été traitées dans l'heure, notamment les demandes administratives ou judiciaires. On publie toutes ces données, alors pas forcément de manière aussi précise, mais enfin je veux dire pas sur des périodes aussi courtes, mais tous les trimestres, nous publions ces données à travers un rapport de transparence qui permet d'avoir à la fois l'ensemble des infractions qui ont été relevées, les différents chefs qui ont conduit à supprimer les vidéos ou les comptes, et on signale aussi, on recense toutes les sollicitations que nous recevons des pouvoirs publics. Et donc on est en contact aussi bien avec l'OCL, CTIC côté police nationale que la gendarmerie ou le GIC. Voilà ce que je peux peut-être dire pour une première intervention. Merci beaucoup, Monsieur Garando. Simplement une question pour vous demander une précision. À un moment donné, dans votre exposé, vous avez fait référence au fait qu'il pouvait exister de la désinformation dangereuse et que, en pareil cas de figure, il convenait également d'écarter évidemment le message. Comment faites-vous pour identifier, entre guillemets, cette désinformation dangereuse ? Alors tout à fait, merci de me permettre d'apporter quelques précisions.
si je prends par exemple le cas des élections, en période d'élection, le fait de pouvoir d'indiquer que la date d'une élection n'est pas la vraie date, par exemple, ou tout ce qui peut nuire à la vérité en matière de manière de voter, tout ce qui est permis en matière de vote, que ce soit les dates des élections, les candidats qui sont déclarés, tout cela est considéré comme une désinformation dangereuse pour nous. Et donc là, on va appliquer une modération immédiate, dans la mesure où ce sont des données objectives. Et d'ailleurs, en l'occurrence, quand c'est le cas, on a d'ailleurs un mini-site que l'on crée à l'intérieur de TikTok qui recense toutes les informations officielles et qui va ensuite renvoyer sur les informations officielles du ministère de l'Intérieur ou du service intergouvernemental de communication. Ensuite, lorsqu'il y a un doute, donc là, ça peut être à l'occasion de manifestations, par exemple, où je ne parle pas des guerres, où on a évidemment le brouillard de la guerre et certaines personnes peuvent répandre des informations erronées et à ce moment-là, les modérateurs n'ont pas forcément la connaissance du terrain. Dans ces cas-là, on va soit sur signalement qui peut être fait, parce que nous avons aussi un bouton de signalement qui permet à tout un chacun ou à des associations référencées de nous saisir, ou simplement parce que nous-mêmes, nos modérateurs ont un doute, on va saisir des vérificateurs de faits, qui sont des agences, on en a plus d'une vingtaine dans le monde, on a l'AFP notamment, et donc l'AFP par exemple va aller vérifier l'authenticité de l'information, et tant que cette vidéo n'est pas vérifiée, enfin que l'authenticité de l'information n'est pas vérifiée, tout utilisateur qui clique sur cette vidéo verra apparaître un pop-up qui lui indiquera « Attention, cette vidéo est susceptible de contenir de la désinformation, elle est en train d'être vérifiée, donc ayez bien ça en tête, êtes-vous sûr de vouloir consulter cette vidéo ?» S'il veut vraiment la consulter, il pourra le faire, mais au moins il aura eu cet avertissement. Et quand on aura le retour du vérificateur de fait, à ce moment-là, la vidéo, si elle est fausse, elle sera supprimée, et sinon elle sera évidemment restituée, elle sera remise en circulation. Je vous remercie. Je vais passer la parole à votre voisine. Donc, Madame Mouchawa, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'organisation de cette audition autour d'un sujet majeur, celui de la protection de nos utilisateurs et de nos principes démocratiques. Et j'espère, par mon introduction, répondre à l'ensemble des questions préalables que vous nous avez envoyées et les 3 premières questions que vous nous avez posées en début d'audition. Donc, tout d'abord, Snapchat est une plateforme de communication visuelle qui a été créée en 2011 et qui a pour objectif en fait, de reproduire nos interactions quotidiennes entre amis et familles. Conscients de cette nouvelle forme de communication que sont les plateformes, nous avons essayé de concevoir Snapchat différemment. C'est-à-dire que nous pensons que les réseaux sociaux ne doivent pas se résumer en une compétition entre utilisateurs où le sensationnel et le partage massif d'informations l'emporteraient face à l'authenticité, on va dire, et la protection de notre communauté. À cet effet, Snapchat est une plateforme dite fermée où l'utilisateur est dans l'obligation de s'inscrire pour accéder en fait à l'ensemble des fonctionnalités qui se divisent en 5 axes majeurs. La plateforme a été conçue elle-même sur 2 principes clés, et désolé pour l'anglicisme, mais privacy et safety by default, donc vie privée et confidentialité par défaut. Nous n'offrons, à titre d'exemple, pas de fonctionnalité live streaming, il n'y a pas de critères de vanité publique avec des j'aime ou des partages. De même, l'ensemble des conversations sont privées. Donc je vous l'ai dit en préambule, la plateforme se divise en 5 fonctionnalités clés. Dès qu'elle se lance, elle s'ouvre sur une caméra qui permet d'interagir avec des expériences en réalité augmentée et non pas sur un fil d'actualité gouverné par des algorithmes de modération, de recommandation opaques. Nous avons par la suite la fonctionnalité phare de Snapchat qui est la messagerie interpersonnelle que nous concevons un peu comme un espace de confiance entre utilisateurs, c'est-à-dire que pour interagir avec un utilisateur, l'amitié se doit d'être réciproque tout d'abord. Par la suite, toute capture d'écran ou tout enregistrement de message est directement notifié à l'interlocuteur. Et enfin, nous avons des groupes privés. Cependant, en fait, ces groupes privés sont limités en nombre et ne sont pas publics. Vous ne pouvez pas être plus de 100, à titre d'exemple, sur un groupe privé. Vous avez par la suite Discover, qui met en avant justement les contenus de nos partenaires médias de confiance. Nous en avons plus de 100 en France, qui sont reconnus justement pour leur éthique journalistique. Spotlight, qui est le nouveau-né de Snapchat, qui permet de mettre en avant en fait, des vidéos d'utilisateurs qui sont généralement humoristiques ou qui présentent, on va dire, des scènes quotidiennes de tous les jours. Et enfin, la map, donc la carte, qui met en avant justement des snaps publics envoyés par notre communauté du monde entier. Donc la protection de nos utilisateurs étant notre priorité, l'ensemble des espaces publics que je vous ai cités font l'objet d'une modération humaine exacerbée.
La conception elle-même de la plateforme nous permet, on va dire, d'assurer une sorte de rempart structurel contre tout risque de diffusion massive de contenus illicites ou préjudiciables. Donc, ces derniers restent donc très rares sur Snapchat et nous n'observons pas, pour répondre à votre question, d'évolution en matière justement de contenu violent ou illicite. Il n'y a pas plus de contenu plus massif de ce type de contenu aujourd'hui qu'il y a plusieurs semestres, plusieurs années, comme le confirment donc nos rapports de transparence. Nos conditions générales d'utilisation et les règles communautaires de Snapchat interdisent sur l'ensemble de la plateforme toute diffusion ou partage de contenu illicite ou préjudiciable. Celles-ci ont été rédigées de manière assez claire, assez lisible et facilement accessible pour l'ensemble de nos membres de notre communauté. À cet effet, nous interdisons explicitement et strictement toute violence, menace ou discours haineux. L'utilisation de notre plateforme est interdite explicitement et strictement pour les groupes terroristes, les groupes extrémistes ou les groupes haineux. Il est par ailleurs interdit d'encourager la violence ou les comportements haineux ou dangereux visant une personne, un groupe de personnes ou même la propriété d'une personne. Juste pour vous définir ce qu'on entend par menace ou violence, c'est tout contenu donc, qui exprime l'intention de causer un préjudice physique ou émotionnel grave. La violence ici fait référence à tout contenu qui tente d'inciter ou de glorifier ou de représenter la violence humaine, la maltraitance des animaux, donc le gore, les scènes graphiques sanglantes ou les images graphiques. Donc, comme vous le savez, les plateformes ayant une interdiction de surveillance généralisée nous accordons, comme l'ont indiqué les précédentes plateformes, une grande importance au signalement, qu'elles proviennent d'autorités ou d'utilisateurs. Donc nous invitons et nous incitons tout Snapchatter qui soit victime ou témoin de contenu préjudiciable à le signifier le plus rapidement possible. À cet effet, nous disposons en fait d'un menu de signalement qui est disponible sur l'ensemble de la plateforme et qui présente toutes les catégories illicites pouvant exister. Et nous invitons en fait les Snapchatters à ajouter plus de contexte afin de guider justement nos modérateurs à prendre la bonne décision. Une fois le signalement effectué et le modérateur justement ayant examiné le signalement, l'utilisateur ayant signalé recevra un email directement confirmant ou infirmant son signalement. Et avec l'arrivée justement du règlement sur les services numériques, le fameux Digital Services Act, les utilisateurs auront l'opportunité justement de faire appel de la décision de nos modérateurs. En plus donc, du signalement de nos utilisateurs, nous avons mis en place, comme les autres plateformes depuis plusieurs années, un programme de confiance avec nos associations partenaires, donc les Trusted Flaggers, qui peuvent nous signifier en fait tout contenu illicite ou préjudiciable qui aurait été signalé par un utilisateur ou des parents. Actuellement, nos équipes de modération traitent l'ensemble des signalements en moins de 24 heures. En parallèle, nous avons une équipe qui est dédiée à la collaboration avec les forces de l'ordre. Ils sont dispersés un peu partout dans le monde afin d'assurer une rotation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je peux vous confirmer aujourd'hui que nous avons d'excellentes relations justement avec l'ensemble des autorités françaises, dont Pharos. Nous avons mis en place d'ailleurs une sorte de canal direct avec Pharos afin de traiter le plus rapidement possible justement l'ensemble de leurs demandes. Et aujourd'hui, nous traitons l'ensemble des demandes de réquisition judiciaire urgentes en moins de 30 minutes, voire plus rapidement. Donc Snap, on essaie de se conformer donc, à l'ensemble des exigences locales et réglementaires afin d'apporter donc, notre soutien à l'ensemble des forces de l'ordre sur le terrain et essayer en fait, d'identifier le plus rapidement possible l'ensemble des délinquants numériques. Pour des raisons de transparence, comme les autres plateformes, nous mettons à disposition du public chaque semestre des rapports de transparence qui sont ventilés donc, par marché et par type de délits ou de catégories illicites, ainsi qu'un rapport de transparence sur notre collaboration justement avec les forces de l'ordre selon les pays. Je vais lire ma fiche, désolée, parce que je vous ai mis quelques indications chiffrées sur les contenus violents pour le second semestre 2022. Mais par exemple, au niveau mondial, sur les 827 000 signalements que nous avons reçus, nous avons retiré 229 347 contenus et supprimé 138 013 comptes, soit une conversion de 3,6% à peu près. Et pour la France, ces chiffres descendent à 54 479 signalements pour la même période, avec 10 253 contenus et 6 927 comptes supprimés. Donc, au niveau mondial, pour cette catégorie, donc pour les violences, nos équipes ont mis moins de 24 minutes, justement, pour traiter l'ensemble des signalements que nous avons reçus, que cela vienne, donc, comme je vous l'avais indiqué, d'utilisateurs ou d'autorités. Nous sommes actuellement en train de préparer donc, notre rapport de transparence pour le premier semestre de 2023 qui inclut donc, la période concernée par votre commission d'enquête et j'espère pouvoir vous la communiquer dans les meilleurs délais.
Donc, comme expliqué en préambule, Snapchat n'est pas vraiment conçu pour la diffusion massive de contenus illicites et violents. Et donc, la plateforme ne se prête pas vraiment à l'organisation ou à la diffusion massive de scènes violentes, militantes ou politiques. Il est par ailleurs important de préciser, comme je l'avais dit au tout début, que nous n'avons pas de fonctionnalité live streaming. Autrement dit, un utilisateur ne pourra pas se filmer pendant l'acte et le diffuser en direct avec l'ensemble de sa communauté. Par ailleurs, les échanges privés relevant du secret des correspondances ne pouvont être saisis que si nous avons un signalement de la part d'un utilisateur ou d'une autorité et que nous traitons par le coup dans les meilleurs délais. Pour répondre à une de vos questions sur justement les différentes manifestations ayant eu lieu entre mars et mai 2023, nous n'avons pas connaissance de signalement ou de demande de réquisition judiciaire concernant un contenu violent sur Snapchat lié justement à ces manifestations, ni d'augmentation significative au cours de la période. En revanche, je vais profiter, on va dire, de ma courte introduction pour revenir justement sur les émeutes récentes ayant eu lieu en France, qui ont mobilisé en fait l'ensemble de nos équipes sur Snapchat. Donc nous avons dès mardi 27 juin 2023, jour justement du drame ayant entraîné la mort du jeune homme de 17 ans, créé une task force interne qui réunit nos équipes de modération, nos équipes de collaboration avec les forces de l'ordre, moi-même, et nos équipes d'ingénierie et de communication afin d'essayer de traiter et d'endiguer le plus rapidement possible justement tous les contenus illicites que nous ayons pu voir. Donc notre équipe a été en dialogue constant avec les différents ministères et autorités locales en répondant donc rapidement à toute demande ou préoccupation provenant du gouvernement ou des autorités françaises. Donc nous sommes fiers aujourd'hui, comme l'ensemble des plateformes, d'avoir pu répondre dans des délais très restreints et dans l'urgence aux 3 principales préoccupations du gouvernement, soit la première, c'était retirer le plus rapidement possible l'ensemble des contenus signalés. La deuxième, répondre le plus rapidement possible aux réquisitions judiciaires provenant des autorités françaises et sensibiliser notre audience sur les différents phénomènes justement perçus sur le terrain. À ce titre, nous avons mis en place une ligne prioritaire et directe avec Pharos, en traitant donc l'ensemble de leurs demandes en seulement quelques heures, voire quelques minutes, le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des autorités françaises. Nous avons en parallèle, rappeler en fait à nos partenaires médias les règles éditoriales qui s'appliquaient sur Snapchat afin d'éviter tout clickbait ou risque de désinformation massive, surtout dans cette période de tension. Et nous avons promu leur contenu sur la partie Discover afin d'offrir en fait à nos utilisateurs de Snapchat une information claire, vérifiée, provenant vraiment de journalistes. Plusieurs de nos créateurs de contenu ont pris leur caméra Snapchat afin de prendre la parole et de sensibiliser justement leurs audiences et essayer d'appeler au calme. Et comme vous devez le savoir, nous avons beaucoup entendu parler de la fonctionnalité carte, map de Snapchat. Nous avons travaillé conjointement donc avec le ministère de l'Intérieur et les différentes autorités afin d'essayer d'endiguer le plus rapidement possible les différents dérapages qu'on a pu percevoir sur le terrain. Et pour le coup, donc l'ensemble des stories qui étaient publiées sur la map, c'était vraiment des utilisateurs de Snapchat à la fin qui se plaignaient justement des émeutes et des conséquences des émeutes. Donc nous sommes fiers un peu aujourd'hui d'avoir pu participer et collaborer justement entre le privé et le public afin de protéger nos utilisateurs le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais tout de suite passer la parole à notre rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Au fond, ce qui nous intéresse à travers votre audition, c'est d'un côté, ça c'est le côté négatif, c'est comment les plateformes participent, j'allais dire, à leurs dépens, ou pas, ça dépend de l'opinion de chacun, j'allais dire à la viralité, à l'extension en tant que support des activités violentes. C'est pour ça que je disais côté négatif, puis côté positif, comment elles tentent de réguler cette difficulté, ce risque. Et j'aimerais par conséquent vous entendre sur des propos peut-être plus d'analyse de votre part, sur comment vous analysez précisément le risque que les plateformes, dans des événements clivants, des événements particuliers, là nous parlons d'une période qui est du 16 mars au mois d'avril, sur des rassemblements à l'occasion desquels des violences ont été commises, comment vous envisagez votre rôle et l'effet, y compris l'effet éventuellement négatif de mise en scène. Parce que ça n'a échappé à personne que lorsqu'il y a des rassemblements, quels qu'ils soient, ou des événements, on parle des émeutes récemment, il y a une forme de mise en scène, de théâtralisation, d'un certain nombre d'individus ou de groupes, organisés ou pas organisés, et qui profitent
du vecteur que vous représentez pour accentuer leur audience, voire même le phénomène d'agrégation ou de mimétisme. Comment vous analysez cet élément? C'est une question plutôt d'ordre sociologique, si j'ose dire. Deuxième question, Madame Bouchawa m'a devancé sur la définition que Snapchat donne aux activités violentes. Monsieur Garando a répondu sur la désinformation. Est-ce que vous avez tous et toutes la même définition de ce qu'est une incitation à la violence, de ce qu'est un contenu violent, de ce que sont les violences? Il y a les dégradations matérielles, il y a les atteintes aux personnes, il y a aussi un code pénal qui les définit. Comment vous vous situez? Sur quelle définition? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous la mutualisez? Est-ce que c'est chacun dans son couloir? Ça me semble important d'avoir votre point de vue sur ce plan. Par ailleurs, vous n'avez pas tous donné le nombre de modérateurs que vous avez recrutés. Vous l'avez fait Meta, mais je ne crois pas l'avoir entendu, me semble-t-il, des autres plateformes. Donc j'aimerais avoir une vision. Meta, nous l'avons eu, mais peut-être aussi de TikTok et de Snapchat, pour mieux comprendre aussi la chaîne de décision. Quelle est la part algorithmique, quelle est la part modérateur, comment tout ceci s'imbrique, et puis comment se déroule la décision jusqu'à, par exemple, la fermeture du compte, jusqu'au retrait du contenu. Et est-ce que le lien est immédiat avec les forces de l'ordre, le cas échéant, avec même les enquêteurs de la police judiciaire, très concrètement, comment la chaîne fonctionne. Et puis ensuite, j'aimerais avoir une précision de votre part. Nous avons eu de la part de TikTok, et je vous remercie, les éléments chiffrés, quantitatifs, sur la période du 16 mars au 3 mai, de vidéos retirées, de celles dont le contenu violent était avéré, des comptes qui ont été supprimés. Est-ce que chacun, dans votre parti, vous pouvez donner les chiffres de cette période? Je crois que Snapchat aussi, vous l'avez un petit peu évoqué, mais de préciser sur cette période, parce qu'évidemment, pour nous, c'est important d'avoir l'effet loupe, le cas échéant, et puis de montrer la proportion qu'ont pu prendre ces violences à travers vos plateformes. Voilà les premières questions que je souhaitais vous poser. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, je vais vous passer la parole. Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Donc, Madame Evrard, je vous en prie. Juste sur les chiffres, nous, on est dans le même cas de figure que Snapchat, c'est-à-dire que nos rapports de transparence sont émis semestriellement, et donc ça sera publié fin août plutôt. Donc ça, c'est des communications de toute manière qui sont dans le rapport de transparence publique. C'est le lien que Elisa avait mentionné en préambule. Donc vous aurez sur la période au global, effectivement, sur cette partie-là, en tout cas pour contenu violent, contenu incitant à la violence, et voilà, cette partie-là. Pardon, Madame Evra, juste pour qu'on soit bien d'accord, ça veut dire qu'on aura les chiffres sur la période 1er janvier, 30 juin 2023, c'est ça? Ou est-ce qu'on sera en mesure d'avoir quelque chose de plus isolé? C'est trimestriel. Pardon, c'est trimestriel. Trimestriel. D'accord, ce qui veut dire qu'on aura d'une part des données sur 1er janvier, 30 mars, ça, et puis ensuite, c'est ça. Et ensuite 1er avril, 30 juin. Tout à fait. Très bien. Sur le nombre de modérateurs, on l'a dit, donc ça, on a une équipe de 40 000 et 15 000 modérateurs. Concernant la chaîne de décision, vu le volume que nous avons à traiter, vous comprenez qu'en fait, on travaille de pair et avec l'intelligence artificielle et avec la partie modérateur humain. C'est tout à fait, l'un et l'autre sont tout à fait complémentaires. Sur des contenus violents, comme c'est assez graphique, on a des très bons résultats. C'est ce qu'on vous disait sur les taux qui étaient avancés ou de détection proactive, en tout cas par nos machines, étant donné que c'est des choses sur lesquelles la machine a pu s'entraîner avec quand il y a du sang, ou voilà, ce genre de choses. C'est assez graphique, donc c'est entre guillemets plus simple pour la machine à détecter. Donc on a des très bons résultats. Toutefois, il y a aussi un contexte à prendre en considération, une culture à prendre en considération. Donc il peut y avoir effectivement une revue manuelle additionnelle fait par nos modérateurs. Là-dessus, c'est le même système que ce qu'expliquait TikTok, avec des réponses graduées qui vont se mettre en place au regard de la violation qui aura été constatée. Vous pouvez bien évidemment faire un recours sur la décision qui sera, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision que Meta a prise pour retirer un contenu, par exemple. Ça sera revu toujours par un modérateur différent du premier pour éviter les éventuels biais
que le premier modérateur aurait pu avoir. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec le deuxième modérateur, vous avez encore un recours qui est possible. Et là, soit en fait, ce sont les mêmes décisions qui sont prises par le modérateur 1 et 2. Dans ces cas-là, on revoit, mais par un senior. Et voilà. Soit il y a une différence et le senior va trancher aussi pour donner une décision finale. Toutefois, si vous n'êtes toujours pas satisfait, on a mis en place un comité de surveillance qui est indépendant de Meta, qui regroupe une vingtaine, maintenant on doit être 25 indépendants experts au niveau global, pas uniquement français, mais il y a toutes les nationalités qui sont représentées, qui va pouvoir en tout cas revoir la décision qui aura été prise et faire éventuellement aussi des recommandations suite à nos politiques pour faire évoluer soit la définition de ce qu'on entend par un contenu violent, par exemple, ou pas. Donc vous avez aussi tout le travail qui est fait pour faire évoluer nos politiques si on a vu que par une décision, on a pris une mauvaise décision. Concernant justement la définition, elles sont publiques en fait, là aussi, sur le rapport de transparence. Dans la catégorisation, vous avez toute la définition qui est donnée sur chaque violation. Je crois que c'était tout pour moi. Oui, peut-être juste pour compléter effectivement le propos de Béatrice, notamment sur la question qui concernait les définitions. Donc effectivement, les nôtres sont publiques, je pense que c'est le cas de toutes les plateformes. Je voulais juste relever un point qui est intéressant, qui est aussi qu'il existe des forums, bien sûr, au cours desquels on peut échanger sur ces sujets. Et notamment, je pense que le thème sur lequel la coopération entre les plateformes est sans doute la plus avancée, c'est sans doute la lutte contre le terrorisme. Donc il y a, vous connaissez peut-être le Forum Internet mondial de la lutte contre le terrorisme, GIFCITY, qui a permis de développer notamment quelques outils et technologies communes et donc de pouvoir se partager des contenus afin de les retirer à l'échelle sur toutes les plateformes. Nous, on a open sourcé également un outil qui est utile dans le travail de modération chez Meta, mais également chez d'autres plateformes, puisque donc il est mis à disposition, l'idée étant qu'il soit utilisé notamment par les plus petites plateformes qui n'ont pas forcément les mêmes ressources que nous. C'est l'outil HMA, donc le nom est très long, c'est Hasher Matter Actioner, mais ça permet effectivement d'attribuer une étiquette en fait à un contenu numérique pour pouvoir en empêcher la publication à échelle sur sa propre plateforme et donc de pouvoir copier ce modèle sur d'autres plateformes. Donc il y a effectivement des définitions et des coopérations. Sur tout ce qui concerne les fausses informations, on a un système un peu similaire à celui que TikTok a également, à travers la coopération avec des organismes externes de vérification de l'information. Voilà, peut-être également je voulais rajouter un élément sur l'analyse aussi que vous mentionniez, donc comment on peut analyser l'utilisation qui peut être faite des plateformes par ce type de groupe. Nous, comme on vous le disait, notre priorité absolue, c'est évidemment de faire en sorte que les contenus les plus violents soient retirés, soit en fonction de la sensibilité de chacun, marqués comme sensibles. Donc notre priorité, c'est de retirer le plus rapidement possible ces contenus. C'est pourquoi nous-mêmes, on n'a pas nécessairement d'analyse, on va dire, de comment ces groupes peuvent utiliser tel ou tel format. En revanche, ce qu'on privilégie beaucoup chez Meta et de plus en plus, c'est la coopération avec le monde de la recherche. Ces dernières années, on a pu mettre à disposition des chercheurs plus de 1000 jeux de données, et on a annoncé la semaine dernière la création d'une nouvelle bibliothèque de contenu public qui va permettre aux chercheurs, au monde académique, de pouvoir accéder à tous les contenus publics de pages, de profils, de groupes ou d'événements sur nos plateformes. Et donc ça permettra peut-être l'émergence, on l'espère en tout cas, d'études comparées pays par pays. C'était aussi une question que vous aviez mentionnée dans le questionnaire, est-ce qu'il existe une spécificité française ? Dans la mesure où nos outils sont les mêmes dans tous les pays, nous aussi on s'interroge en fait sur cette spécificité possible. Peut-être que c'est dans l'autre sens qu'il faut se poser la question, dans la mesure où ces outils existent également en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et on n'observe pas nécessairement les mêmes phénomènes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Carando. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur. Donc, je vais essayer de répondre là aussi à toute la série de questions. Alors, vous parliez de la sociologie et aussi de la manière dont les utilisateurs utilisent l'outil et dans la manière dont ils peuvent aussi essayer de détourner l'outil. C'est intéressant de rappeler que pour avoir du succès sur l'application, sur TikTok,
Donc il faut faire des vidéos. Et de fabriquer une vidéo qui va avoir du succès, ça nécessite d'avoir un talent. Et ça, tout un chacun peut en faire l'expérience. Donc ça met aussi une barrière à l'entrée. Autant c'est très facile de faire un tweet ou de mettre une photo dans la nature, autant de faire une vidéo qui va avoir un impact, c'est déjà, voilà, ça conduit à faire le tri déjà dans les personnes qui peuvent utiliser cette plateforme et qui peuvent avoir du succès. Ensuite, il faut savoir que plus une vidéo est virale sur TikTok, plus elle va être modérée. C'est-à-dire que la vidéo, l'algorithme va la tester sur un certain nombre de personnes, voir comment les gens réagissent. Et puis, si les gens réagissent bien, s'ils commentent, s'ils partagent, la vidéo va être testée sur un cercle de personnes plus important. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir éventuellement une visibilité mondiale. Et à chaque fois qu'il y a ce cycle d'élargissement de l'audience, il y a un tour de modération qui est fait. Donc ça permet de détecter. Si par hasard, dans un premier tour de modération, on n'a pas détecté qu'il y avait une désinformation ou qu'il y avait une violence qui était peut-être un peu cachée, logiquement, le deuxième tour, le troisième tour vont permettre de révéler cette dangerosité et donc de supprimer la vidéo. Donc ça, c'est important. Comme l'ont dit mes collègues, la violence, le côté gore, le côté graphique, c'est quelque chose que les algorithmes détectent très bien. Une simple goutte de sang peut, à l'écran, conduire à cette détection. Et donc les taux de retrait proactifs, la durée de retrait aussi, donc le fait que ce soit retiré dans l'heure, ou en tout cas avant 24 heures, le fait que ça puisse être aussi retiré avant la première vue, toutes ces statistiques sur la violence sont excellentes. Alors, c'est pas pour dire que tout est parfait sur la plateforme, donc je vous dirais qu'à contrario, par exemple, le cyberharcèlement est beaucoup plus difficile à détecter, parce que ça nécessite une prise en compte du contexte, et que parfois on a des vidéos qui sont des vidéos de cyberharcèlement, alors qu'en fait elles sont totalement anodines. Les mots même employés ne sont pas du tout des mots choquants, mais quand on connaît le contexte, on peut se dire, bah oui, en fait c'est du harcèlement. Voilà, donc en matière de violence, voilà, je dirais que les performances sont plutôt très bonnes. Ensuite, la manière dont la modération se fait, donc il y a effectivement ce premier tour algorithmique, puis l'intervention du facteur humain s'il y a une nécessité d'avoir un regard humain. Par exemple, quand vous voyez une croix gammée sur une vidéo, ça peut être une vidéo néo-nazie, ça peut être aussi une vidéo du mémorial de la Shoah qui vient faire de la pédagogie pour justement lutter contre le nazisme. Donc ça nécessite effectivement un regard humain. Et c'est pour ça qu'on a donc 600 modérateurs en langue française et évidemment des dizaines de milliers dans les autres langues. La chaîne avec les autorités, elle s'exerce à différents niveaux. Soit là, on parle de retrait de contenu, donc c'est avant tout Pharos qui est l'organisme référencé sur lequel il y a une procédure extrêmement rapide de communication et de traitement quasi immédiat des demandes. Et ensuite, ça peut être aussi des réquisitions de la police nationale ou de la gendarmerie. Et là aussi, c'est un service spécialisé dans notre équipe Trust and Safety qui gère ces demandes avec une procédure d'urgence et une procédure, je dirais, plus classique. Mais donc, dès que la procédure d'urgence est utilisée, la réponse normalement a lieu dans l'heure qui vient. Pour les émeutes, alors pas au printemps, mais plus récemment, fin juin, on a aussi constitué une cellule de crise. On le fait aussi pour toutes les élections nationales, mais on l'a fait pour les émeutes, puisque on voyait bien qu'il y avait une nécessité d'être encore plus présent. Et donc là, on a mis en place des équipes surnuméraires pour pouvoir être encore plus actifs et plus efficaces. Et donc ça a permis de traiter là aussi les demandes de Pharos. Elles n'étaient pas très nombreuses. On a eu 10 demandes sur toute la semaine. Mais elles ont été traitées très rapidement. Sur les règles communautaires, alors c'est vrai qu'on a des règles, je pense, qui sont... Chaque plateforme a ses nuances, aussi parce que chaque plateforme a son positionnement, son public. Donc évidemment, on applique le DSA qui est en train d'arriver, la loi pénale dans chaque pays, et donc évidemment la loi pénale française. Et puis on a des règles propres. Par exemple, chez TikTok, la pornographie est interdite, mais aussi la nudité, puisqu'on a une partie de nos utilisateurs qui sont mineurs, et donc on considère que tout ce qui est nudité est interdit. On est très vigilant là-dessus. Et puis on s'inspire de tous les textes qu'on peut trouver dignes d'intérêt, notamment par exemple les textes des Nations Unies sur le respect des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou la Charte des droits de l'enfant aussi. Donc tous ces textes ont inspiré nos règles communautaires.
Et on a aussi, comme ça a été dit par mes collègues, un conseil consultatif européen qui d'ailleurs intègre la directrice générale de e-enfance, Justine Atlan. Et donc ce conseil consultatif est consulté sur les règles communautaires et va pouvoir aussi apporter un conseil précieux pour les faire évoluer. Ces règles évoluent en permanence. Récemment, il y a une loi qui a été votée sur le métier des influenceurs, vous le savez puisque vous l'avez voté, et donc évidemment, on modifie aussitôt nos règles pour prendre en compte cette loi. Voilà. Et juste peut-être par rapport au mimétisme, ça c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment sur les jeunes publics, notamment parce qu'on avait été assez sollicité sur tout ce qui était défi dangereux ou canular dangereux, donnant l'impression d'un défi dangereux, même si c'est un canular, ça peut encourager des jeunes à faire la même chose. Et donc c'est des travaux de recherche qui ont vocation à se poursuivre avec le milieu académique, y compris en utilisant des API qu'on est en train de mettre à disposition des chercheurs, là aussi dans le cadre du DSA. Et nous, ça nous a permis déjà de mettre en place des politiques de communication, des opérations de sensibilisation qui sont destinées à permettre à nos utilisateurs de prendre conscience aussi, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils font, de se poser des questions. Donc on l'a fait dans différents domaines d'activité. On n'a pas fait forcément pour des émeutes violentes parce que c'est encore très récent, mais on peut le faire aussi dans ce domaine. Je vous remercie. Peut-être passer la parole aussi à Madame Ochawa. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de minutes, donc je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées sur la lutte contre la prolifération justement des contenus violents posés par Monsieur le rapporteur. Côté Snapchat, je pense qu'en fait tout réside dans la conception de la plateforme. À titre d'exemple, c'est vraiment la lutte contre la viralité, afin justement d'éviter qu'un contenu soit partagé le plus rapidement possible. De même, la fonctionnalité live, par exemple, mais de toute manière, on a le DSA qui arrive où chaque plateforme va devoir prendre ses responsabilités justement et répondre dans les meilleurs délais à tous les signalements qui ont été émis soit par des autorités, soit justement par des utilisateurs. Sur comment tenter d'endiguer les contenus, je pense que c'était la deuxième question de Monsieur le rapporteur. Je pense qu'il faut surtout renforcer, comme je l'avais dit au tout début, la collaboration entre le privé et le public. À ce titre, je crois que c'était Meta qui l'avait dit au tout début, nous sommes tous membres du GCP, du groupe de contact permanent justement sur la lutte contre le terrorisme et les extrêmes violences, où justement avec l'ensemble de nos interlocuteurs, on a le droit d'avoir des remontées de terrain justement afin d'être justement le plus réactif possible et essayer par la suite de transmettre les différents messages à nos équipes de modération. Sur la théâtralisation et le mimétisme, je pense qu'il faut faire également beaucoup de pédagogie. Je rejoins l'ensemble des dires qui ont été indiqués par mes collègues, mais surtout je pense qu'il faut, et c'est ce qu'on avait dit ces derniers jours, que l'anonymat, enfin rappeler que l'anonymat sur Internet n'existe pas. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez sur Internet, on pourra vous retrouver. Il suffit que la plateforme reçoive une réquisition judiciaire de la part des autorités justement locales. Et la plateforme va répondre. Il y a le DSA qui arrive à nouveau. Il y a justement aussi e-evidence qui arrive. Et on pourra vous retrouver rapidement. Donc, tout n'est pas impuni. Sur la définition de la modération, côté Snapchat, les règles générales d'utilisation reflètent en fait les lois locales. Nous avons donc les conditions générales d'utilisation qui sont divisées en deux catégories. On a celles qui sont applicables pour les États-Unis, qui rappellent justement les règles des États-Unis, et nous en avons d'autres qui rappellent justement les règles concernant l'Union européenne, qui reflètent justement le code pénal français et les autres marchés de l'Union européenne. Sur le nombre de modérateurs, nous en avons plusieurs milliers chez Snapchat et je pourrais vous les communiquer justement lors de ma contribution écrite, je l'espère. Et je pense qu'il est également important de rappeler que il y a l'interdiction de surveillance généralisée, néanmoins quand nous sommes face à des cas justement d'extrême violence, je peux citer par exemple que ce soit le terrorisme ou par exemple la pédocriminalité. Nous sommes assez proactifs en la matière et pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est un peu comme pour les autres plateformes. Mais pour ces cas précis, on envoie directement, on signale directement au NCMEC aux États-Unis qui va par la suite transmettre au marché concerné. Concernant le terrorisme, c'est directement le siège d'Interpol à Washington DC qui va être en contact du coup avec la plateforme. On va envoyer une sorte de hash, donc la vidéo concernée. Interpol, Washington DC va le transmettre à Interpol Europe et le transmettre directement, par exemple, pour la France, au département de justice.
par la suite, on va se partager donc l'ensemble des haches pour détecter le plus rapidement possible donc les différentes vidéos concernées. Sur la modération, à nouveau, je tiens à préciser qu'il est également important d'à chaque fois assurer une sorte d'intervention humaine. Comme l'a expliqué TikTok, quand il y a une croix gammée, ça peut être justement à titre vraiment néo-nazi, et là c'est très grave, il faut le retirer le plus rapidement possible, ou à des fins justement d'éducation. Donc c'est pour cela que nous, côté Snapchat, on ne se base pas que sur la modération algorithmique, mais à chaque bout de chaîne, en fait, nous avons un utilisateur qui va pouvoir analyser le contenu selon justement la catégorie qui est concernée. À titre d'exemple, quand il s'agit de désinformation, c'est essentiellement de l'intervention humaine pour bien analyser le contexte et savoir la spécificité du marché. Par exemple, on a parlé des élections présidentielles. À ce titre, nous organisons généralement des points hebdomadaires avec nos équipes pour voir justement les différentes remontées de terrain, voir quand il y a des débats présidentiels avec les différents candidats et justement faire remonter tout ce qu'on peut percevoir ou entendre sur le terrain. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, soyez, mesdames et messieurs, vivement remerciés pour la qualité de cet échange. Donc, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, nous restons en attente de la contribution écrite. En tout cas, vos prises de parole cet après-midi nous ont permis d'éclairer cette question. Et comme j'avais eu l'occasion de le dire, pour Twitter, ils nous ont fourni une réponse écrite puisqu'ils ne pouvaient pas être présents parmi nous à l'horaire en question. J'indique, mes chers collègues, je vais suspendre quelques minutes la séance pour permettre l'arrivée de monsieur le préfet d'El Puech et donc